Ils pensaient se gagner avec cette stratégie. Elle est en train de les faire perdre. Voici ce qui rend ce moment différent. Les élections de mi-mandat sont presque toujours un vote sanction contre le pouvoir en place. C'est la norme. Mais ce qui se joue ici ne ressemble pas à un simple reflux. Selon les sondages et surtout selon 2 élections spéciales qui viennent d'avoir lieu au Texas, quelque chose s'est déréglé dans la mécanique républicaine. Un territoire profondément rouge, un district remporté par Donald Trump avec 17 points d'avance et pourtant le résultat bascule. Ce n'est pas un accident isolé. À l'intérieur même du parti, certains commencent à désigner un responsable précis, pas un adversaire, pas les médias, un stratège central, accusé d'avoir poussé un message trop radical, trop frontal, trop visible. Les faits existent, les chiffres aussi. Et ils posent une question qui vous concerne directement. Que se passe-t-il quand une stratégie pensée pour mobiliser commence à faire fuir? Mais voici le détail qui change complètement la lecture de cette histoire. Ce qui s'est passé ce week-end n'a pas été présenté comme une alerte nationale. Pourtant, les signaux sont précis. 2 élections spéciales au Texas, pas à New York, pas en Californie, au Texas et pas dans des circonscriptions instables, mais dans des zones que les républicains considéraient comme acquises. L'une d'elles n'avait pas voté démocrate depuis près de 50 ans. Donald Trump y avait gagné avec 17 points d'avance. Et pourtant, le siège bascule. Officiellement, la ligne n'a pas changé. Immigration dure, message offensif, ton de confrontation. Mais en coulisses, selon les faits rapportés, certains républicains commencent à dire que cette stratégie ne mobilise plus, qu'elle repousse. Un journal du groupe Murdoch va jusqu'à prévenir que la stratégie de déportation massive est en train de se retourner contre le GOP. Ce n'est pas un éditorial militant, c'est un avertissement interne. Alors la vraie question n'est pas qui a gagné cette élection. La vraie question est plus dérangeante. Si cette stratégie échoue là où elle devait être la plus forte, que révèle-t-elle vraiment du moment politique actuel? L'affirmation qui circule en interne est simple et lourde de conséquences. Le message n'échoue pas par accident, il échoue par conception. Et les preuves commencent à s'accumuler. Après ces défaites au Texas, un journal du groupe Murdoch titre noir sur blanc que la stratégie de déportation massive de Stephen Miller est en train de se retourner contre le GOP. Ce n'est pas une rumeur de couloir. C'est un avertissement public adressé directement à Trump par un média qui lit et que son camp écoute. Les faits sont précis. Stephen Miller, alors stratège central, avait déjà poussé cette ligne en 2018. À l'époque, la conséquence avait été une perte nette de 41 sièges à la Chambre. Aujourd'hui, la même logique revient: durcir, polariser, provoquer. Mais regardez ce qui n'est pas dit dans ces défenses publiques. Personne ne nie les résultats électoraux. Personne ne conteste le basculement du Texas. Le silence porte sur l'essentiel. Pourquoi cette rhétorique ne fonctionne plus comme avant? Et c'est là que l'histoire commence à changer de dimension. À partir de là, la situation ne se stabilise pas. Elle s'accélère. Parce que cette stratégie ne se contente plus d'être un discours. Elle devient une mécanique. Les faits rapportés montrent une normalisation progressive de pratiques qui, auparavant, déclenchaient des scandales immédiats. Stephen Miller impose une logique de quota. 3000 arrestations par jour. Pas comme un objectif symbolique, mais comme une exigence opérationnelle. Et mécaniquement, cela produit autre chose que ce qui est annoncé. Quand il n'y a pas assez de criminels pour remplir ces chiffres, les interventions se déplacent. Dans des entreprises, dans des domiciles, dans des lieux qui n'étaient pas censés être des cibles. Ce glissement n'est pas théorique, il est décrit. Et c'est précisément ce type de dérive qui, historiquement, a déjà coûté cher politiquement. En 2018, une stratégie similaire avait conduit à une vague de rejets et à une perte massive de sièges. Mais ici, quelque chose de plus inquiétant se produit. Ce qui était autrefois perçu comme excessif devient routinier. Ce qui choquait devient administratif. Et c'est exactement à ce moment-là que les électeurs commencent à décrocher. Voici pourquoi cette escalade ne fait que commencer. Voici l'élément qui fait basculer la perception, même chez des électeurs habitués à ce discours. Le problème n'est plus ce qui est dit à la télévision, mais ce qui est fait derrière. Les faits rapportés montrent un écart de plus en plus visible entre la justification publique et les actions concrètes.
Officiellement, il est question de sécurité, de contrôle, de criminalité. Mais dans la pratique, une exigence chiffrée de 3 000 arrestations par jour impose une réalité différente. Les sources décrivent des intrusions dans des maisons, des entreprises, des lieux de travail, précisément parce qu'il n'y a pas assez de migrants criminels pour remplir ces quotas quotidiens. Ce n'est pas une interprétation idéologique, c'est une conséquence mécanique. Et c'est là que la contradiction devient impossible à ignorer. Une stratégie présentée comme ciblée produit des actions indiscriminées. Une politique vendue comme rationnelle génère des scènes qui choquent au-delà des camps politiques. Cette dissonance change tout. Parce qu'à partir de ce moment, ce ne sont plus seulement les opposants qui regardent. Ce sont des électeurs ordinaires, parfois favorables au contrôle migratoire, qui commencent à se demander jusqu'où cela va aller. Et quand cette question s'installe, la dynamique politique ne fait que s'aggraver. À ce stade, les événements ne se succèdent plus calmement. Ils s'empilent. D'abord, les défaites électorales au Texas, dans des bastions réputés imprenables. Ensuite, un média du groupe Murdoch qui avertit publiquement que la stratégie centrale est en train d'échouer. Puis, en parallèle, un climat de désordre au sommet. Pendant que les sondages se dégradent, Donald Trump s'en prend publiquement aux Grammy Awards et menace de poursuivre Trevor Noah en justice, dénonçant des propos qu'il juge faux. Ce n'est pas anecdotique. C'est un signal de perte de contrôle du récit. Et pendant ce temps, une autre crise se greffe. Un article du Wall Street Journal révèle l'existence d'une plainte de lanceur d'alerte visant la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard. Une plainte jugée si sensible qu'elle serait enfermée dans un coffre-fort, au point que l'administration chercherait depuis des mois comment en informer le Congrès. L'entourage dément toute obstruction, mais le malaise est là. Résultat, défaite locale, tensions internes, crise institutionnelle parallèle. Le système encaisse tout en même temps. Et c'est là que la question devient inévitable. Que se passe-t-il si cela continue? À partir de là, l'impact cesse d'être abstrait. Il devient personnel parce que ce type de stratégie ne reste jamais confiné au débat politique. Elle finit par toucher des gens ordinaires, des familles, des salariés, des petites entreprises. Les faits décrits parlent d'interventions dans des lieux de travail, de descente qui ne ciblent plus seulement des individus précis, mais des environnements entiers. Et pour l'électeur moyen, peu importe l'idéologie, ce qu'il voit, ce sont des scènes de désordre là où il attendait de la stabilité. Imaginez ce que cela produit concrètement. Des employés qui ne se présentent plus, des patrons qui ne savent pas si leurs équipes seront là le lendemain, des quartiers où la peur remplace la routine. Même pour ceux qui soutiennent un contrôle migratoire strict, cette réalité commence à poser problème parce qu'elle ne ressemble pas à une politique maîtrisée. Elle ressemble à une perte de contrôle. C'est souvent ici que le décrochage électoral commence. Pas par conviction idéologique, mais par fatigue, par inquiétude, par le sentiment que quelque chose va trop loin. Si cette sensation vous paraît familière, dites-le dans les commentaires. Et maintenant, il faut comprendre pourquoi ce type de situation devient possible. Ce qui permet à ce genre de situation d'exister, ce n'est pas une personne isolée. C'est un mécanisme, une combinaison d'incitation, de peur et de spectacle. La stratégie repose sur une idée simple. Plus le conflit est visible, plus il mobilise. Mais avec le temps, ce moteur se dérègle. Pour maintenir l'attention, il faut aller plus loin, plus vite, plus fort. Et chaque escalade réduit la marge de manœuvre. Dans ce système, les quotas remplacent le jugement. Les images remplacent les résultats. L'efficacité politique est mesurée en réaction, pas en stabilité. Et tant que cette logique fonctionne médiatiquement, elle est récompensée. Mais dès que les électeurs commencent à associer ce bruit permanent à de l'instabilité réelle, le calcul change. Ce n'est plus perçu comme de la fermeté, c'est perçu comme du chaos. C'est là que les institutions montrent leurs limites. Elles peuvent encaisser un choc, parfois deux. Mais quand les crises se superposent, élections perdues, avertissements internes, plaintes classifiées, le système révèle sa fragilité. Pas par effondrement brutal, mais par fissures successives. Et ces fissures indiquent déjà la direction de la prochaine phase. À court terme, 2 trajectoires se dessinent et aucune n'est stable. La première consiste à doubler la mise.
Maintenir la ligne dure, ignorer les signaux du Texas, traiter ces défaites comme des anomalies, les faits suggèrent que cette option est déjà sur la table. Certains alliés continuent de dire que le parti devrait aller encore plus loin sur l'immigration, malgré les avertissements. Si cette voie est choisie, la dynamique est claire. Plus de confrontations, plus de scènes spectaculaires et un risque accru de nouvelles défaites dans des territoires jusque-là considérés comme sûrs. La seconde trajectoire est plus discrète, mais tout aussi révélatrice. Elle passe par des ajustements en coulisses, des tentatives pour ralentir, pour modifier le ton, pour mettre de la distance entre le président et les architectes les plus visibles de cette stratégie. Le Wall Street Journal ne parle pas au hasard. Quand un média de ce camp publie un avertissement aussi direct, c'est qu'un débat interne est déjà engagé. Mais voici ce qui rend ce moment instable. Aucune de ces options ne peut être mise en œuvre sans coût. Changer de cap, c'est admettre un échec. Continuer, c'est risquer de l'amplifier. Et pendant que ce choix se prépare, la prochaine échéance électorale, elle, ne ralentit pas. La décision n'est pas encore officielle, mais les signes montrent qu'elle est déjà en train de se former. Voici l'idée centrale à retenir, celle qui relie tous ces éléments. Cette histoire ne parle pas uniquement d'immigration, ni même d'un homme ou d'un parti. Elle parle de ce qui se passe quand une stratégie conçue pour créer de la peur commence à en produire trop, assez pour effrayer ceux qu'elle devait rassurer. Les défaites au Texas, les avertissements internes, les crises parallèles ne sont pas des incidents séparés. Ils forment un même signal. Reformulé en une phrase, la situation est la suivante. Une mécanique pensée pour gagner l'attention est en train de perdre la confiance. Et une fois que cette confiance s'effrite, elle ne revient pas par des slogans plus forts ou des confrontations plus bruyantes. Elle se déplace ailleurs. Ce qui rend ce moment décisif, c'est que rien n'est encore figé. Les prochaines décisions, les prochains votes, les prochains ajustements détermineront si cette dynamique s'inverse ou s'aggrave. Et ce qui se prépare maintenant, souvent hors caméra, pèsera bien au-delà de ce cycle électoral. Si vous voulez comprendre comment ces signaux faibles deviennent des bascules majeures et ce que cette affaire annonce pour la suite, suivez ce travail d'analyse. La couche suivante de cette histoire est déjà en train de s'écrire.